Bonjour et bienvenue dans le Point Résistance écologique, le podcast qui raconte l'écologie, la vraie, simplement. Je m'appelle Brice Schwartz et chaque semaine je reçois un ou une invitée pour parler écologie, climat et environnement. Nous explorons ensemble les solutions qui peuvent aider l'humanité à faire face à la plus grande crise de son histoire, sans greenwashing ni bullshit. Nous abordons les problématiques qui font du XXIe siècle le siècle des menaces et nous discutons des actions les plus réalistes, concrètes et efficaces. L'effondrement de la société a déjà commencé, la sixième extinction de masse est en cours et le changement climatique entraîne chaque année de nombreux dégâts, morts et réfugiés climatiques. Alors plus de temps à perdre, c'est maintenant ou jamais. Je te laisse directement avec l'invité de l'épisode et notre discussion. Hello Nicolas, Salut Brice. bienvenue sur le Point Résistance écologique, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de proposer, ça me fait plaisir. Bon c'est cool, ravi de t'avoir ici. Est-ce que tu peux commencer par nous parler de toi, de ce que tu fais? Alors je fais beaucoup de choses, donc j'ai essayé de faire synthétique. Donc Nicolas Goldberg, moi à la base je suis ingénieur. J'ai fait Centrale Supélec, donc j'étais assez vite sensibilisé à toutes les questions d'énergie au global. Euh, J'étais dans une famille qui est aussi assez politisée, donc je me suis beaucoup intéressé à la politique très tôt. Et du coup, dans ce que je fais dans la vie, en fait, mon métier est un métier de consultant en organisation. C'est-à-dire que je me balade dans plusieurs entreprises pour vendre des missions de réorganisation, de conduite du changement, de transformation de business, de réorganisation, de gestion de projet. Et en fait, j'aime beaucoup, faire ce métier un peu à ma sauce, heu, c'est-à-dire avec un prisme énergie et avec, en ayant le en ayant la conviction que ce que je fais sert, la cause climatique, qui pour moi a toujours été, un engagement fort qui a beaucoup évolué dans le temps, parce que la prise de conscience de l'enjeu climatique et les solutions qu'on peut y apporter ont beaucoup évolué ces 20 dernières années. Et j'aime bien y intégrer la dimension politique parce qu'on voit qu'à la fin, tout ça reposera sur des choix de société. Et donc, dans ce que j'ai pu faire en politique, j'ai pu monter il y a quelques années une association qui s'appelle Politeia, avec Clément Viktorovitch, que certains connaissent bien maintenant qu'il est chroniqueur chez Click. Et donc, où on faisait intervenir des chercheurs pendant une heure dans des conférences pour nous parler de leur sujet, et toujours avec un prisme politique. Donc que ce soit sur la justice, la fiscalité, l'identité, les institutions de la République, et, dans lesquelles, et bien évidemment le climat et l'énergie. Donc j'avais animé moi-même une conférence, mais on avait aussi fait venir Dominique Bourg, Xavier Timbaud ou d'autres personnes impliquées sur le sujet pour venir en conférence. Et en 2016, on avait notamment fait intervenir Mathieu Ozano, qui est directeur du Shift Project, parce qu'à l'époque, le Shift Project lançait son premier manifeste. Et donc, on s'était dit avec Polyteia que ce serait sympa d'aider le Shift Project à lancer la communication sur ce sujet, et ça avait beaucoup plu. Et donc, bon, à l'époque, le Shift n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, mais du coup, ça avait été assez apprécié par Mathieu et par nous-mêmes parce que ça a fait une belle conférence avec un sujet bien engagé qui, derrière, a pu porter. Ok, Voilà, donc en gros, je fais tout ça, je fais plein de choses. Les gens, enfin, on me connaît surtout par mon métier de consultant, parce que j'interviens beaucoup dans la presse et dans le débat public. Parce qu'à la base, si je fais ça aussi, c'est parce que j'estimais que les questions d'énergie et de climat étaient mal comprises, parce qu'elles n'étaient pas forcément très bien expliquées, mhm. et que on entendait souvent les mêmes parler. Donc voilà, c'était aussi une volonté que j'ai eue très tôt de d'écrire. À l'époque, on bloguait, donc de bloguer beaucoup sur le sujet, ce qui fait que j'ai été repéré rapidement par des journalistes. Et comme j'essaye de rester accessible et pédagogique, voilà, j'interviens beaucoup au début dans la presse écrite, puis maintenant beaucoup plus à la radio et à la télévision pour donner des éclairages que j'essaye de faire le plus objectif possible sur des sujets d'actualité dans l'énergie, le renouvelable, le nucléaire, le climat et autres. Tout ce qu'on aime. Et puis t'as une bonne audience aussi sur Twitter et un peu sur LinkedIn aussi. Mm.
Oui, bah, j'essaye de relayer ce que je fais, j'essaye de faire des trades pédagogiques parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de littérature sur le sujet, mais qu'elle n'est pas toujours accessible aux béotiens qui ne savent parfois même pas qu'elle existe Mmh. et parfois ces grands rapports de 500 pages font un petit peu peur sur, la substantifique moelle qu'on aimerait en tirer, mais qui est noyée, dans des grandes phrases. Donc voilà, j'aime bien faire, ces threads Twitter comme on fait, maintenant. Mmh. Avant on bloguait, maintenant on fait des threads Twitter. Mmh. Voilà, pour donner des éclairages sur ce qui se passe et voilà, essayer de rendre accessible, une expertise. Yes. Du coup, c'est ton intérêt, en tout cas ton engagement pour l'écologie et les climats qui t'a amené à l'énergie ensuite, si je comprends bien? C'est ça, c'est venu assez tôt en fait. Hem, quand les États-Unis se sont retirés du protocole de Kyoto, Mmh. hem, alors je sais pas si on en parlait beaucoup, mais moi j'en entendais beaucoup parler. Donc en fait, c'est là que je me suis intéressé vraiment au sujet du climat, bah, pourquoi on en parlait beaucoup? Pourquoi c'était si grave? Déjà à l'époque, les États-Unis, bon, il y avait déjà le mode de vie américain n'est pas négociable. Mais il y avait déjà, des phrases que sortait George Bush et ses administrateurs sur: «C'est pas qu'on est anti-climat, c'est qu'on fait plus confiance à l'économie et la technologie pour, régler le problème qu'à des restrictions et des réglementations». On voit bien ce que ça donne. Voilà, on voit bien ce que ça donne et on voit bien que le sujet n'est pas nouveau, en fait. Et que ces éléments-là langage-là sont pas nouveaux. Et du coup, ça m'avait beaucoup interpellé à l'époque, j'étais encore au lycée et en prépa. Mais, il y a eu une première prise de conscience à ce niveau-là et puis après quand je suis rentré à Supélec, qui est forcément l'école, centrée sur l'énergie, par excellence, hem, c'était au moment où, il y avait le Grenelle de l'environnement, sur lequel j'ai été amené à travailler après quand j'étais en stage. Et donc, bah, c'est là que, bah, j'ai pris conscience qu'il y avait un problème, mais qu'il y avait peut-être des choses qu'on pouvait faire. Mmh. Et donc où je me suis dit: «Bah, ce serait intéressant de s'engager là-dedans» et si tu veux, moi j'ai toujours, conçu mon activité professionnelle comme une sorte d'engagement. Parce que tu y passes quand même entre, 8 et 12 heures par jour, suivant les jours. Donc, si c'est pas quelque chose qui compte pour toi, si tu penses pas que tu fais quelque chose soit qui t'apporte à toi personnellement ou, qui apporte quelque chose à la société auquel toi tu aimerais bien contribuer, je pense que dans ta vie tu passes à côté de quelque chose. Donc, Mmh. c'est pour ça que j'aime bien faire ce métier et c'est pour ça que j'aime bien le faire à ma sauce. Donc avec ce prisme, énergie et climat parce que j'ai l'impression de voilà, j'ai l'impression de contribuer à une cause qui moi m'est chère. Alors à mon échelle, hein, il faut rester modeste, hein, on est bien peu de choses à la fin, mais voilà, si, des personnes comprennent mieux le sujet, via ce que je fais, si des projets, peuvent avancer dans, la lutte contre, les émissions de gaz à effet de serre à mon échelle, voilà, moi je suis content et je me couche le soir en me disant, voilà, je suis en paix avec moi-même et j'ai réussi ma Mmh. journée, quoi. Un bel alignement, une cohérence, Mmh. que beaucoup recherchent, je pense. Hem et justement dans ta vulgarisation, dans tes écrits, dans ce que tu dis aussi parfois, j'ai l'impression que tu as une vision assez, enfin, en tout cas relativement objective et peu dogmatique sur les questions, bah, des énergies, que ce soit le nucléaire, que ce soit les énergies renouvelables, qui sont des sujets, très clivants aujourd'hui, parce qu'évidemment, il y a toute la machine médiatique qui rend ces sujets clivants. Tu as les militants, tu as les politiques, voilà, qui montent tous ces sujets en épingle. Mais toi, j'ai l'impression que tu arrives vraiment à démêler un peu, tous les arguments, les contre-arguments quand tu parles d'une technologie, d'une énergie, d'une source et cetera. Comment est-ce que tu fais justement pour réussir à être mesuré, nuancé, à être argumenté? Et tu as sûrement des avis, qui sont tranchés, mais justement à ne pas tomber dans, le nucléaire, pour ou contre, les ENR pour ou contre, les éoliennes pour ou contre, tu vois? Comment tu fais pour garder cette nuance? Bah, bah, je suis passé, hein, à une époque, par des avis tranchés.
quand j'étais plus jeune et j'ai toujours des avis sur certaines choses, mais si tu veux avoir fait, je pense qu'avoir fait Politeia m'a beaucoup aidé là-dessus. Quand on s'aperçoit qu'il y a pas, il y a jamais, une solution exacte qu'il faudrait, appliquer et donc il faut pas attendre que quelqu'un donne, la bonne solution, le bon sens, comme on aimerait dire, mais il y a toujours des choix politiques, qu'on peut considérer comme bons ou mauvais suivant ses valeurs, mais ça, c'est vraiment quelque chose que m'a appris Politeia et d'avoir fréquenté des chercheurs sur, les sujets politiques. C'est que très souvent, tu as des faits, heu, sur lesquels tu peux t'appuyer, mais derrière, les faits seuls ne disent rien, il faut les mettre en perspective et là, derrière, tu as une analyse et puis après, tu as l'action qui vient derrière Mmh. et plus tu t'éloignes plus tu t'éloignes des faits bruts, plus tu vas rentrer, voilà, dans un système de valeurs et dans des avis et c'est important de faire la différence entre tout ça. Mais c'est effectivement assez compliqué et en fait, la machine médiatique et les politiques sont pas très friands de ça. Ce qui fait que enfin, très souvent, on va te demander: «Mais selon vous, il faudrait faire quoi?» Mmh. et «Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous?» et c'est ça qui va être, c'est ça qui est beaucoup recherché par, les médias et les politiques pour une raison, c'est que c'est ça qui pousse l'action. Quoi, la Donc nuance ne fait pas cliquer? Quelle révélation! On a la compris le la truc. nuance ne fait pas cliquer. Non, mais c'est vrai, hein, la nuance ne fait pas cliquer et si, tu vois, que ce soit dans la politique ou même dans l'action militante, si tu es en recherche du consensus permanent et de la rigueur exacte, à la fin, il y a un risque de tuer l'action. Mmh. Donc c'est pas pour ça qu'il faut pas se poser pour réfléchir, analyser, peser le pour et le contre à chaque fois, essayer d'objectiver, ce que j'essaye de faire, mais c'est un parti pris, hein. Heu mais il faut bien avoir conscience qu'à un moment, il faut une décision. Donc généralement une décision politique en disant: «Bah, voilà, en fait, le choix qu'on a fait, ce qu'on a décidé de privilégier, c'est ça ou ça». Mmh. Alors du coup, ça me positionne un peu différemment, de ce qu'on peut voir effectivement dans les médias, les militants, et autres, mais je pense que c'est complémentaire. Mmh mh. Heu, Ça peut être, moi ce que j'aime bien faire, c'est tout ce qui est, justement un peu fact-checking Mmh. sur certaines choses, parce que c'est pas pour ça qu'on peut pas débunker certaines contre-vérités ou, apporter de la nuance, sur certaines choses ou, essayer d'éviter de faire peur aux gens. Donc voilà, c'est un rôle que j'aime bien. Parfois, j'en sors un petit peu, quand on me demande une analyse, un point de vue tranché, mais voilà, c'est quelque chose que j'évite de faire, parce que je pense que voilà, moi je représente pas des intérêts, j'ai un avis, mais j'ai un avis d'un citoyen lambda, tu vois? Je représente pas un groupe d'influence, je représente pas une association. Donc voilà quoi. Mais J'aime bien essayer de rester objectif pour que mmh. les gens comprennent mieux et se fassent mieux, leur avis sur, ce que selon eux, il faudrait faire. Yes, c'est tout à ton honneur. Mais est-ce que ça veut dire que tu as des opinions peut-être moins tranchées que ce qu'on voit, un peu partout? Ou est-ce que tu as quand même des opinions, mais que tu essaies de les exprimer de manière, nuancée et cetera? Bah, en fait, je pense que j'ai des opinions, mais j'essaye toujours de peser le pour et le contre, si Ouais. tu veux. Heu, Quand tu me dis: «Bah, voilà, à ton avis, toi, ce qu'il faudra faire sur cette situation», je dis: «Bah, moi, ce que je ferais, c'est ça. Par contre, voilà, je dis: Voilà tout ce que ça impliquerait, voilà du coup, ce que où ça nous projette Mmh. et à quoi on a dit non, à quoi on a dit oui» et voilà, mais j'en ai conscience, mais voilà, voilà la vie que je porterai. Mais tu vois bien que quand tu es militant, tu peux pas faire ça. Enfin, quand tu es Mmh militant mh. ou quand tu es politique, tu peux pas faire ça, tu te fais allumer si tu fais ça. Enfin, Ouais. si tu veux, tu décides d'un plan de relance ou quand tu décides, d'une fiscalité, tu vois, tu peux pas dire, «Bon, on a décidé, d'alléger la fiscalité, alors ouais, ça va pas être très juste pour tout le monde, mais ça va nous permettre de faire ça, ça, ça». Enfin, si tu dis ça, tout le monde va sauter sur le fait que c'est pas très juste et inversement, Ouais. si tu alourdis la fiscalité parce que tu as décidé d'investir dans quelque chose et de le faire
via le volet de la fiscalité et que tu dis: «Bon, bah, voilà, on a décidé d'alourdir la fiscalité. Bon, c'est vrai que ça va faire encore des prélèvements obligatoires alors qu'on est les champions du monde, mais vous verrez, ça va nous permettre de faire ça, ça, ça». Enfin, tu te fais allumer. Non, Ouais, faut que ouais. tu y ailles, faut que tu y Je ailles bien et c'est pareil dans l'action, dans l'action militante, au sens noble du terme. Si tu commences à aller trop dans la nuance, derrière derrière tu fais en sorte que les gens se posent plus de questions, ce que moi je trouve noble et donc mmh ce que j'essaye de faire, mais tu vas pas les pousser à te rejoindre. Ouais, Donc voilà, c'est pour ça que pour moi il faut un équilibre dans tout ça et c'est pour ça que selon moi, la presse et les médias jouent un rôle hyper important, dans notre démocratie parce qu'on demande aux gens, de se prononcer sur, tout un tas de sujets qui sont mmh, compliqués et sur lesquels on a du mal à peser le pour et le contre et du mal à comprendre que parfois il y a plusieurs avis qui se valent mais qui peuvent mettre le curseur différemment en fonction du système de valeurs qu'on a. ouais, bien sûr. Donc voilà, c'est pour ça que quand je parle à la presse, quand je parle à la télé, j'essaye plutôt de me dire: je parle à des millions de personnes, je vais pas leur dire quoi penser parce que c'est pas mon rôle. Par contre, je vais leur donner les clés pour comprendre et Mmh, après ils penseront ce qu'ils veulent, quoi. Voilà, OK. c'est un parti pris, mais que j'aime bien et je pense aussi que, les médias m'aiment bien pour ça, parce que du coup ça change un peu, quoi. Moi je leur dis à chaque Mmh fois: «J'ai pas un truc à vous vendre, hein», donc voilà, je vais juste essayer de faire en sorte de qu'on comprenne ensemble ce qui se passe et après les auditeurs et les lecteurs, penseront ce qu'ils en veulent. OK, c'est clair. Et une dernière petite question, sur toi. J'ai cru comprendre du coup que tu étais pas forcément, éco-déprimé, que tu avais une certaine forme d'optimisme, parce que tu as une tendance à relativiser justement, à se dire que notre action, voilà, ça reste pas grand-chose. On est quand même pas grand-chose. C'est ce que tu Mmh. disais tout à l'heure. Tu peux développer justement cette idée? Ouais, bah, en fait, dans, tu vois, étant assez concerné par la cause climatique et du coup fréquentant pas mal de personnes qui le sont également à travers les associations dans lesquelles, j'interviens ou certains clients, heu, je vois que l'éco-anxiété gagne du terrain. Mmh. Au sens où, beaucoup de monde voit que, c'est compliqué de faire bouger le politique, et même si on arrivait à faire bouger le politique, le chantier est tellement colossal sur, le réchauffement climatique que, voilà, on n'y arrivera pas et que de toute façon, dès qu'on a l'impression de trouver une solution, il y a tellement, 36 impacts, négatifs derrière qu'en fait ça va pas. Heu, il y a et du coup, il y a une éco-anxiété qui s'installe de, «Non mais on n'y arrivera jamais et puis même si moi je suis parfait, même si tous les Français sont parfaits, on n'est pas assez, il faudrait embarquer, 7 000 de personnes et ça va pas». Bon, moi ce que je enfin, moi par rapport à ça, j'ai un discours un peu plus distancié. C'est que, effectivement, on voit bien qu'il y a vraiment il y a vraiment un sujet grave sur le climat et qu'effectivement, si on veut arriver à quelque chose, ça va être extrêmement ambitieux. Heu, mais il y a plusieurs choses qu'il faut se dire, c'est que, on est bien peu de choses. Donc à notre échelle, de toute façon, on changera pas le monde. L'important, c'est d'arriver à être en accord avec ses principes et ses valeurs et d'arriver à impulser à son échelle quelque chose. Et impulser à son échelle quelque chose, ce sera jamais grand-chose, vu qu'on Mmh. n'est pas grand-chose. Donc quand je vois la situation, quand je vois tout ce qu'il y a à faire, je me dis que c'est important d'y contribuer. Et voilà, moi, tu sais, je suis récemment papa d'une petite fille et quand je m'occupe d'elle, le soir, j'aime bien me dire que, voilà, aujourd'hui, j'ai fait des choses qui, par mon engagement, citoyen, par les projets sur lesquels, je travaille au quotidien, par les projets qui voient le jour, par ce que j'ai pu communiquer, heu, j'ai fait une petite part. Et tu vois, c'est ce qui fait que je pense qu'il faut surtout être en accord avec soi-même et pas se fixer des objectifs de, changer le monde parce que ça, à notre échelle, on n'y arrivera pas et c'est se mettre en situation d'échec et c'est ça Mmh. qui est éco-déprimant.
Mmh. Alors que se dire que, bah, on a contribué et que de toute façon, nous, on est bien peu de choses, donc on arrivera à faire bouger bien peu de choses, mais on a réussi peut-être à faire des choses à son échelle, à embarquer d'autres personnes, à donner envie, à communiquer. Bah, c'est ça qui doit nous animer et c'est pour ça que, quand je vois l'ampleur du chantier, quand je vois, que, chaque année on émet plus de CO2 que, l'année précédente et que donc du coup on n'est pas du tout dans le bon sens, bon, bah, j'essaye de me dire: «Oui, mais voilà, dans ce que j'ai pu faire, aujourd'hui, j'ai essayé de faire, évoluer les choses dans le bon sens et de toute façon, à la fin, on n'aura pas d'autre choix que de Mmh. résoudre le problème». Donc le problème, on le résoudra de toute façon. Il y aura des dégâts, mais enfin, c'est Valérie Malson-Delmotte qui avait dit que chaque action compte, chaque demi degré, compte, chaque année compte. Mmh. Donc tout ce qu'on fait comptera à la fin. Voilà, Mmh. c'est un peu comme ça que j'essaye d'éviter, l'éco-dépression, voilà, quand je vois des clients qui sont éco-déprimés, je leur dis: «Oui, mais regarde, les projets sur lesquels tu es et regarde ce que tu fais avancer». Ils me disent: «Ouais, mais attends, c'est uniquement à notre échelle, ça suffira pas». Ouais, Je dis: «Oui, mais bon, tu as déjà justement. fait à ton échelle, tu peux pas faire plus que ton échelle». Donc Ouais. après il faut arriver à embarquer les autres et c'est quelque chose que j'aime bien faire. Enfin, j'avais donné des formations sur le climat dans des camps de hippies ou de baba-cool et en fait, j'ai rencontré des gens formidables et il y en a plein ont qui sont engagés citoyennement dans beaucoup de choses, pour, se dire: «Il faut communiquer, il faut s'engager, il faut faire des choses» et du coup, c'est incroyable ce qu'on peut faire parfois à son échelle tout en se disant, voilà, tout en restant modeste sur le fait que c'est pas ça qui changera le monde, mais dans le fait qu'on a réussi à embarquer des personnes et faire avancer, la cause dans le bon sens. Yes, ça correspond un peu à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la nuance, à rester mesuré, à prendre en compte le système dans sa globalité. Mmh. Donc ça donne le ton pour la suite. Justement, on va passer à la suite de ce podcast. On va parler de questions, qui d'habitude fâchent, mais là, en l'occurrence, je suis sûr que tu vas réussir à démystifier un peu, tout ça. D'abord, je voulais savoir si pour toi aussi, comme pour, beaucoup de personnes engagées, l'énergie, c'est la clé dans la lutte contre le changement climatique et la lutte écologiste, parce que l'énergie est bien plus importante, elle est vraiment au cœur de beaucoup de choses, que ce soit, quand on parle des transports, quand on parle heu, je sais pas, par exemple du logement, quand on parle même de l'alimentation au final. Hem, Quel est ton avis là-dessus, sur le rôle de l'énergie justement dans tout ça? Bah, en fait, si on repart des faits, c'est que le réchauffement climatique, c'est causé par, l'accumulation de, gaz à effet de serre dans l'atmosphère et la diminution des puits de carbone, sur terre. Et quand tu regardes les proportions, les 3/4 des émissions de CO2 et de gaz à effet de serre, c'est dû à l'utilisation de l'énergie. Que ce soit, pour, faire de l'électricité, pour se déplacer avec le pétrole, pour se chauffer, dans l'industrie pour raffiner des matériaux, pour les acheminer et le quart, restant, pour schématiser, c'est l'alimentation. Mmh. C'est, l'agriculture, le changement d'utilisation des sols, et la déforestation qui va avec. Donc effectivement, 3/4 du problème, c'est l'énergie. Et quand on parle des révolutions industrielles et de la mondialisation, on oublie un peu en fait que c'est des révolutions énergétiques. La 1re révolution industrielle, c'est le charbon et l'énergie de la mondialisation aujourd'hui, c'est le pétrole. Il y a le gaz qui est venu s'ajouter, à tout ça pour différents usages. Donc oui, typiquement l'énergie, c'est la clé dans, le réchauffement climatique, mais pour autant et ça je pense que c'est une erreur que font beaucoup de personnes qui connaissent le sujet, c'est pas pour autant que, c'est uniquement un sujet d'ingénieur.
Parce que quand on pense énergie, on pense, la production d'électricité, on pense, l'extraction, le raffinage du pétrole, on pense peut-être au gaz. Voilà et on se dit, «Ah là là, tout ça c'est sale, bon bah, il faudrait que les ingénieurs travaillent dessus Mmh. et heu et on résoudra le problème» Ouais, j'y et connais rien à l'énergie, c'est un sujet trop technique, ça me concerne pas, quoi. voilà, c'est ça et à contrario, les ingénieurs, eux aussi, ont l'impression que, ont parfois la conviction que, en utilisant des solutions techniques, en remplaçant, bah, des énergies, carbonées par des énergies décarbonées, on on va tout résoudre. Heu et pour autant, c'est loin d'être le cas. Parce que, voilà, si nos sociétés reposent, énormément sur les énergies fossiles et c'est le cas aussi en France, on se dit souvent: «Non mais la France, l'énergie est décarbonée». Non, l'énergie Mmh. est pas du tout décarbonée en France. L'électricité est décarbonée. L'électricité, ce n'est qu'une part de notre énergie. Hem, voilà, si on repose, si notre société, souvent on dit notre société thermo-industrielle repose sur les énergies fossiles, c'est qu'il y a une raison. La raison, c'est que c'est très pratique. C'est très pratique, c'est très concentré, en énergie, c'est pratique d'utilisation. Le pétrole, ça se stocke, c'est formidable. Donc on voit bien que même si on met, nos ingénieurs, nos meilleurs ingénieurs sur le coup, Mmh. heu, ils vont nous sortir des solutions qui auront pas les mêmes impacts que ces énergies fossiles. Quand on parle des énergies, quand on parle du nucléaire, par exemple, bon, bah, c'est une énergie, très concentrée, dans laquelle il faut une sécurité maximale, en aval, on produit des déchets, on produit aussi du plutonium qui entre dans la composition, de l'arme nucléaire. Quand on pense aux énergies renouvelables, c'est quand même très c'est très peu concentré, donc c'est très décentralisé, donc on en installe beaucoup plus que ce qu'on a pu installer en conventionnel. Ça va consommer plus de ressources minérales, il y aura un impact visuel qui sera plus fort. Comme c'est variable, on va plus demander aux gens d'arriver, aux consommateurs d'adapter leurs usages, ce qu'on appelle la flexibilité. Donc on voit bien que tout ça implique des choix derrière. Mmh. Et donc, quand on parle de choix, pour moi, on parle tout de suite de politique. Et effectivement, pour revenir à ta question, l'énergie, c'est la clé, mais c'est pas pour ça que c'est uniquement un sujet d'ingénieur. C'est un sujet, de société, c'est un sujet politique et je pense que le travers de certains ingénieurs est de penser il y aurait une solution technique à appliquer et que voilà, on n'a pas besoin de faire une grande concertation ou Mmh. quoi. On fait ça et puis c'est tout. Mais je pense que c'est faux parce que ça implique toujours, certaines choses sur les usages et puis parce que si on veut vivre, toujours en démocratie, il faut bien avoir conscience que, bah, les choix doivent impliquer, les citoyens et le politique. Et justement, en parlant de l'énergie qui aujourd'hui est la plus, au centre du débat politique, le nucléaire. Parmi les écolos, enfin en tout cas, les personnes qu'on définit comme, ou qui se définissent comme engagées, on a ceux qui sont convaincus que, le nucléaire, c'est mauvais, c'est le passé, voilà, c'est un peu la philosophie, Greenpeace. C'est le passé dans le sens où c'est pas pour l'avenir, quoi. Mmh. Et puis on a ceux qui sont convaincus que, compte tenu des faits, pour revenir aux faits justement, en tout cas, au moins à moyen terme, c'est nécessaire parce que c'est une énergie qui effectivement n'émet pas ou en tout cas très, très peu, de gaz à effet de serre. Même si voilà, il y a beaucoup de mythes et cetera. Donc est-ce que pour toi, je te demande une opinion, tranchée ou pas, hein, d'ailleurs, est-ce que pour toi le nucléaire, c'est quand même une énergie d'avenir? Est-ce que c'est plutôt du long terme, du moyen terme, les 2? Et pourquoi est-ce qu'il y a un tel rejet justement de la part, de certains, écolos dogmatiques? Hem, Bah, en fait, il faut revenir aux sources. C'est que à la base, l'énergie nucléaire, hem, les pays qui l'ont acquise, c'était d'abord les pays qui possédaient l'arme nucléaire. Mmh. Donc, on a fait d'abord du nucléaire militaire et ensuite on a fait du nucléaire civil. Heu, Greenpeace, alors on entend beaucoup de
sujets sur, la création de Greenpeace, comme quoi ils ont été financés par les méchants pétroliers, tout ça, bon. Mmh. Greenpeace, à la base, c'est une association qui est née aux États-Unis sur fond, d'opposition à l'armement nucléaire. Et donc historiquement, dans, la lutte, anti-énergie nucléaire, on associe également le nucléaire militaire. Donc c'est, dans les militants anti-nucléaires historiques à une époque où on parlait pas du climat, tout Mmh. ça, heu, si tu veux, il y a une association entre nucléaire militaire et nucléaire civil qui est faite, qui du coup, provoque un rejet. Et même Donc aujourd'hui, et j'ai même l'impression que aujourd'hui. c'est l'inverse. Moi, j'entends très rarement Greenpeace ou autres, qui partagent cette idée-là, parler du nucléaire, militaire, en fait. Bah, parce que, petit à petit, les 2 ont pris de la distance, le nucléaire militaire et le nucléaire civil. Mais pour autant, tu vas avoir beaucoup de militants, antinucléaires, qui vont te dire que le nucléaire n'étant pas, que la lutte contre le réchauffement climatique étant mondiale et que le nucléaire n'étant pas réplicable à l'échelle mondiale, ça sert à rien de mettre, des dizaines de milliards d'euros, dans du nucléaire qu'on ne pourra pas, répliquer ailleurs et sur lesquels on ne pourra pas faire des transferts de technologie, facilement. Pourquoi pas répliquable? Contrairement bah, pas réplicable parce que, ils vont te dire: «Est-ce que toi tu as envie que, le Soudan du Sud, ou l'Afghanistan, aient, leur centrale nucléaire?» Tu pas forcément non, t'as pas envie de ça, en fait, parce que pour des questions de sécurité, civile et d'instabilité politique des régions et parce que t'as pas envie que, en aval du cycle, ils puissent récupérer du plutonium. Mmh, OK. Donc si tu veux, ça va être un des arguments. Alors que, construire un parc éolien ou un parc, solaire, dans ces pays-là, en fait, tu t'en fous, quoi. On peut Et pas trop s'en surtout, c'est servir comme arme. voilà, on peut pas s'en servir comme arme et surtout les transferts de technologie seront beaucoup moins complexes Mmh. et si tu veux et c'est là aussi que, pour moi il y a toujours une question, politique et sociale, derrière l'énergie. C'est que, heu, le nucléaire, et je pense à juste titre, c'est vu comme une énergie, très élitiste. Mmh. Parce que, si on devait expliquer là le comment fonctionne une centrale nucléaire, on prendrait tout le podcast. Si on devrait expliquer comment on l'a construit, ça prendrait des années. Donc, tu vois, il y a cette vision que, aujourd'hui, enfin, que c'est une énergie centralisée qui sera pas forcément réplicable partout et que donc c'est pas, ça peut pas être une solution. Moi, j'ai un avis plus nuancé, là-dessus en disant que ça pourra faire partie de la solution, mais qu'à contrario, il faut pas donner au nucléaire le rôle qu'il va pas avoir, quoi. Enfin, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des difficultés à en construire, à en financer. Mmh. Effectivement, quand on en exporte dans, certains pays, on voit que c'est compliqué. Alors sans aller prendre les exemples du Soudan du Sud ou de la Libye, chez qui on a voulu exporter des centrales nucléaires à une époque, hein. Mais quand tu prends l'exemple de l'Inde, par exemple, à Mmh. qui on voudrait exporter 6 EPR, heu, on voit bien que, le partage des responsabilités entre, enfin l'État français, EDF, l'exploitant indien, c'est compliqué parce que s'il y a un incident, qui paye? Heu et là-dessus, avant 2011, on avait senti une brèche chez Greenpeace avec certaines personnes qui disaient que, bon, peut-être vu l'urgence climatique, oui, le nucléaire civil, on pouvait prolonger, on pouvait peut-être construire de nouvelles centrales. Il y avait un grand débat interne, chez Greenpeace, à ce moment-là et c'est en fait au moment de Fukushima où, voilà, cette petite brèche s'est Ouais. assez vite refermée parce que, derrière ça, ça a révélé que, bah, voilà, un incident nucléaire, ça a de forts impacts, certes, bon, sur le nombre de morts, à l'instant T. Donc, et bon, j'entends souvent que Fukushima n'a pas fait de morts. Si, Fukushima a fait des morts, ne serait-ce que, en raison de l'évacuation. Mais derrière, Fukushima a aussi fait indirectement des morts puisque, comme une centrale enfin, comme
les réacteurs de Fukushima ont été arrêtés, il a fallu compenser par du fossile. Derrière, tous les autres réacteurs se sont aussi arrêtés parce que comme on s'est aperçu qu'il y avait des malfaçons et qu'on voulait voir si les autres réacteurs étaient bien sécurisés, bah, ça a pris du temps. Donc le Japon a relancé du charbon et du gaz, malgré le fait qu'ils avaient baissé leur consommation d'énergie, entre-temps, hein. Mais donc c'est ce qui a fait réémerger un discours en disant: «Mais en fait, le problème du nucléaire, c'est qu'au au moindre incident», enfin, c'est pas vrai, mais en cas d'accident grave plutôt, on va dire ça, plutôt qu'en incident. En cas d'accident grave, il y a des vrais problèmes en termes de déplacement de population, en termes de coûts de gestion de l'accident Mmh. et en termes de backup énergétique. Donc voilà, c'est ce qui alimente un discours antinucléaire et en fait, depuis Fukushima, les choses ont aussi énormément changé au niveau des renouvelables. Ouais. Heu, Si tu veux, avant 2010, enfin les renouvelables, c'était une blague, hein. Enfin, Ouais, ouais. le solaire, l'éolien, ça n'existait pas. On voulait les lancer et enfin en France, c'était 500 € du mégawattheure. Enfin, c'est juste 10 fois le prix du nucléaire régulé. Mmh. C'était une folie, quoi. Puis en plus, c'était intermittent et on savait pas comment on allait gérer ça. Bon, avec Fukushima et notamment l'Allemagne qui a décidé de mettre le boost, sur les énergies renouvelables et qui a été rejoint par la Chine derrière, plus les difficultés qu'ont rencontrées les chantiers du nucléaire, voilà, ça a montré qu'il y avait une voie qui était possible avec beaucoup d'énergie renouvelable. Et aujourd'hui, quand on regarde les rapports du GIEC, dans la plupart des scénarios analysés, il y a toujours un peu de nucléaire, mais il y a une énorme croissance et il y a un énorme effet dans les énergies renouvelables. Mmh. Et c'est ça qui est aussi de nature à alimenter un discours anti-nucléaire qui est plus récent, mais qui est plus de dire, non, mais la rationalité, c'est de faire du renouvelable Ouais. et pas du nucléaire. Ce qui est discutable, mais c'est ce qui a fait en tout cas émerger ce discours plus modéré vis-à-vis de l'atome et climato-compatible. Mmh. Ouais, c'est intéressant d'avoir, ce recul-là et est-ce que pour toi, c'est pertinent de comparer le risque, donc risque au sens, large, hein, du nucléaire par rapport au risque du non nucléaire? On va dire en attendant qu'il y ait une grande part d'énergie renouvelable, tu vois? On entend souvent dire, qu'est-ce qui est le plus grave? D'avoir enfin voilà, d'avoir un nombre de morts relativement négligeable sur un territoire donné en cas d'incident nucléaire, avec une centrale, ou d'avoir tous les ans, des dizaines de milliers de morts, ne serait-ce qu'en France, dues à la pollution qui est notamment liée, au charbon, au pétrole et cetera. Est-ce que c'est pertinent pour toi de raisonner en fonction de risques avec des chiffres, qui sont pas toujours d'ailleurs très, réalistes? Bah, en fait, c'est là que tu vois, pour moi, c'est pas possible de quantifier. En fait et donc du coup, on peut pas avoir une réponse, factuelle comme Mmh. ça avec un chiffre en disant, bah, option A, Mmh. 500 morts, option B, 3 500 donc option A, supérieure à option B. Heu, Tout simplement parce que, mettons qu'on se dise qu'on fait du nucléaire. C'est dans quelle proportion? C'est en combien de temps? Heu et finalement, si on n'en fait pas, c'est quoi la différence entre les 2? C'est hyper difficile à évaluer. Enfin, ça dépend l'effort que tu y mets, ça dépend, l'effet d'échelle qu'il y a, ça dépend comment il est financé, ça dépend derrière comment il est utilisé. Donc en fait, tu vois bien qu'il y a un choix. Pour moi, aujourd'hui en Occident et en France, en particulier, le le coût du non nucléaire, il n'est pas tellement sur le climat. Il est plus sur, la non maîtrise de la technologie Mmh. OK. par une démocratie occidentale. Parce que ceux qui ont le plus progressé aujourd'hui sur l'énergie nucléaire, c'est la Russie et la Chine. Donc même s'il faut pas fantasmer tout ça, hein, l'éolien produit plus d'électricité en Chine que le nucléaire, hein. Donc c'est là qu'on voit, l'effet d'échelle des Mmh. renouvelables. Mais, c'est ces 2 pays-là qui ont le plus progressé sur, le nucléaire. Et donc quand on me parle de l'abandon du nucléaire en France, moi je me demande toujours: «Oui mais, quels sont les rapports de force mondiaux si les 2 seules puissances qui maîtrisent, l'énergie nucléaire sont la Russie et la Chine?» Qu'est-ce qui se passe si justement, des pays s'intéressent à, l'énergie nucléaire et qui n'ont
pas d'autre choix que de se tourner vers la Russie et la Chine et plutôt que de demander une coopération aux États-Unis, à la France, ou au Royaume-Uni. Et pour moi, aujourd'hui, le coût du non nucléaire, il est surtout là. Plus que dans le climat où je pense que, quoi qu'il arrive, je pense qu'il y aura toujours, du nucléaire pour faire de l'électricité dans le monde, mais que sa part sera, moindre que ce qu'elle est aujourd'hui. OK. Et où donc du coup, le coût du nucléaire en termes de enfin le coût du non nucléaire en termes de climat aujourd'hui, outre le fait que je ne sais pas le chiffrer, heu, il est existant. Mais il est pas enfin c'est pas la seule donnée à intégrer. Il y a vraiment la dimension politique derrière et l'autre exemple qu'on peut, mettre dans la balance là-dessus, c'est celui de l'Allemagne où, il y aura énormément renouvelables en Allemagne. Il y aura une petite partie de gaz. Mmh. Et quand je dis petite partie, c'est bienveillant vis-à-vis de la transition énergétique allemande, hein, parce que je pense qu'il y en aura beaucoup en fait, mais qui va impliquer une dépendance géopolitique à la Russie, Ouais. notamment. Et à mon avis, le coût du non nucléaire est là. Outre le fait qu'ils vont utiliser, du gaz qui émettra du CO2, il y aura une dépendance à une énergie fossile épuisable d'une grande puissance, qui justement utilise son énergie en tant que soft power. Alors Mmh. qu'on aurait pu prévoir, peut-être un petit peu de nucléaire pour justement, arriver à gagner en autonomie là-dessus. OK. Bon, au moins ça sort des réponses, oui au nucléaire, c'est la seule solution et non au nucléaire, c'est trop dangereux et c'est absurde. Mais j'en attendais pas moins de ta part. Et justement, l'autre grand sujet, c'est les énergies renouvelables. Donc, alors comme tu disais, on peut reprendre un peu les 3 phases. Donc, un peu l'époque, 2010 et avant où c'était un peu un fantasme, et encore de très peu de personnes, c'était un peu un très émergent, c'était, peut-être quelque chose pour l'avenir, mais voilà, rien de sûr, c'était très cher, il y avait peu d'investissements et cetera. Aussi une question de technologie qui n'était pas encore, maîtrisée et cetera. Après, il y a eu la phase suite, notamment, à Fukushima, et aussi un peu à toute la montée des polémiques autour du nucléaire. Il y a de plus en plus d'investissements, de plateformes qui permettent d'investir dans le renouvelable, de plus en plus de médiatisation aussi, notamment parce qu'on essaie de nous vendre de plus en plus de renouvelables. Donc il y a une période là comme ça, ouais, on va dire une bonne décennie presque, où le renouvelable, c'est l'avenir, c'est sûr. On va tous partir sur un horizon, 2050, 100 renouvelable, dans le monde entier, à peu près. Et là, il y a de plus en plus, bah, de remise en question. Il y a des documentaires qui sortent, notamment La face cachée des énergies vertes, un nom, pas du tout racoleur, n'est-ce pas? Mmh. Et puis pareil, beaucoup alors que ce soit des spécialistes du nucléaire, que ce soit des spécialistes de l'énergie en général, et beaucoup d'autres figures publiques qui me remettent justement en question les ENR sur des faits justement. Parce qu'il y a la question des métaux qu'il faut aller chercher, dans des pays où c'est compliqué, pour des raisons géopolitiques et cetera, les métaux qui sont rares, et puis il y a la construction des matériaux, par exemple créer la fabrication des panneaux solaires et puis après les réutilisations, qu'est-ce qu'on en fait? Donc il y a toutes ces questions-là qui arrivent. Vous savez qu'on arrive un peu à un moment où, et j'enchaîne du coup sur une question, que j'avais pour plus tard, mais où on pensait que la transition énergétique, c'était passer, bah, des énergies fossiles aux énergies renouvelables, avec un peu de nucléaire en fond éventuellement, mais c'était pas le sujet principal. Et là, on se rend compte que, bah, les énergies renouvelables ne sont pas l'eldorado et ne sont pas, l'avenir si souhaitable. Comment tu vois ça? Alors j'imagine évidemment qu'il y a les ENR ont énormément d'atouts, énormément d'inconvénients et que c'est pas si simple. Bah, en fait, c'est assez simple, quand on passe à l'échelle sur une technologie, c'est là qu'on en voit les conséquences. Heu, donc effectivement, il y a bien eu ces 3 phases. Il y a eu, bon, bah, les ENR, c'est cher et ça sert à rien et en plus ça prend d'une manière variable. Il y a eu la décennie 2010-2020 où on s'est dit, «On va accélérer» et où au final ça a bien marché, hein. Enfin, l'essor des énergies renouvelables. Alors malheureusement, c'est pas autant que les énergies fossiles, mais ça va peut-être s'inverser dans les décennies à venir. Et puis là, on est dans la décennie où on se dit: «Mais, effectivement, c'est consommateur de ressources, pas forcément rares, mais, c'est beaucoup plus intense en matière, ça c'est sûr. Ce sera pas la seule solution, il y a des problèmes qu'on voit venir et
je pense que c'est lié au fait que, on est assez habitué à avoir, un problème, une solution. Donc on s'est dit: «Voilà, on a un problème climatique, on met du renouvelable» et où en fait, c'est plus compliqué que ça. Ça va être beaucoup plus compliqué que ça. C'est pareil sur le numérique, aussi où on s'est beaucoup dit, «Non mais il y aura des robots partout et il y aura du numérique partout et ça va nous sauver et Puis on revenu aura universel et on pourra tous arrêter de travailler et puis ça y est, voilà, exactement et où en fait, le numérique fait partie de la solution, mais c'est pas l'absolu et ça dépend de l'usage. Heu, tu as le livre de Éric Vidalin qui est conseiller scientifique à l'ADEME, qui a écrit un livre qui s'appelle, la sobriété numérique, mmh où en fait, sans nier les apports du numérique, par exemple pour le GPS, qui fait économiser énormément d'essence à tout le monde. Et je pense que tous ceux qui ont accompagné leurs enfants, dans des anniversaires en banlieue, savent de quoi je parle. Heu, mais, heu, mais voilà, tout numérique, n'est pas souhaitable non plus. Donc en fait, on voit bien qu'il y a il va y avoir plusieurs familles de solutions, mais je pense pour le nucléaire, comme pour le numérique, comme pour l'hydrogène dont on parlera, peut-être après, il faut pas dire aux solutions ce qu'elles sont pas mh. et chaque solution, n'est pas la solution à tout. Il faudra des compléments et si tu veux, par exemple, pour les énergies renouvelables, on fera pas d'énergie renouvelable sans réseau et on fera pas d'énergie renouvelable sans numérique. Parce que justement, il y a une variabilité à gérer qui est plus compliquée. Donc, il va falloir jouer sur la flexibilité des usages, il va falloir jouer sur, l'optimisation du stockage, sur des choses et pour ça, on aura besoin du numérique. Hem, mais, il faut pas enfin, tous les leviers seront nécessaires vu l'ampleur du changement qu'on a à faire et outre, le renouvelable, le nucléaire, l'hydrogène, et autres, il y a il y a l'efficacité énergétique qui joue un rôle donc qui est une non-consommation d'énergie mais à iso-usage et donc ça veut dire que, tu continues à te chauffer mais comme tu es isolé, tu forces moins sur ton radiateur, Mmh. ou tu continues à te déplacer en voiture mais ton moteur est plus efficace donc tu dépenses moins d'énergie et puis derrière, il y a la question de la sobriété, où là je pense que, collectivement l'être humain est très nul à ça, où, en fait, donc la sobriété, souvent on dit que c'est scientifiquement pas défini, mais il y a beaucoup de papiers scientifiques sur le sujet, qui est de dire: «Voilà, je questionne mon bon niveau de besoin» et derrière, plutôt que d'y répondre avec une solution, énergétique, j'essaie d'y répondre avec, un lien social ou avec autre chose. Qui est une vision, je dirais ça donne une vision assez idéaliste de la société, mais c'est Mmh. bien d'être idéaliste, pour la société, dans laquelle il y a des choses à prendre. Après, où est-ce qu'on pourra aller dans, la sobriété et questionner son besoin? Voilà, c'est là où je pense que, voilà, humainement, on est nul pour, questionner le besoin ou l'usage, hein. Enfin, Mmh. c'est-à-dire quand on a découvert le fer, on s'est pas réunis, pour se dire: «Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire du fer? Peut-être des armures, peut-être des armes. Est-ce qu'on l'utilise plutôt dans le bâtiment?» En fait, enfin, tout ça s'est fait, je sais pas si on peut dire naturellement ou pas, mais on on n'a jamais questionné vraiment nos usages Mmh. et c'est ça qui est compliqué. Donc mais il faut le faire. Il faut le faire. On l'a fait, hein, parfois dans notre société. Enfin, avant, on roulait à 200 à l'heure sur les autoroutes, parce que, il y avait des limitations de vitesse qui servaient à rien. Depuis, on a mis des radars, on a mis des choses comme ça. Enfin, je sais pas si ça s'est fait avec un grand processus démocratique, mais quelque part, avoir fait respecter la limitation de vitesse à 130 sur les autoroutes, c'est une mesure de sobriété. Est-ce que derrière, ça a forcément impliqué de la décroissance économique? Je suis pas sûr. Mmh. Donc voilà, je peux parmi les solutions, donc on parlait des ENR, tout ça, donc il y a aussi la sobriété. Est-ce que sobriété égale décroissance? Je pense pas que le tiret soit, aussi franc de l'un à l'autre, mais en tout cas, je pense que ce serait bon aussi en plus des solutions techniques qu'on peut avoir, de questionner certains usages et là, on rejoint la question politique. Tu as le don de répondre aux questions que je ne t'ai pas encore posées parce que,
parce que tu as un bon déroulé dans ton argumentaire, donc c'est top. Donc effectivement, j'allais revenir sur la sobriété, la décroissance, parce que justement, on a l'impression que je grossis le trait, hein, mais que tout est foutu avec le nucléaire, avec les ENR, avec, les fossiles, donc la seule solution, c'est, comme le dit, Enercop, que de se baser sur le fait que, la meilleure énergie, c'est celle qui n'est pas, consommée, qui n'est pas produite et que du coup, la sobriété, c'est à peu près la seule voie et en associant souvent ça à la décroissance parce que, vu qu'on est dans une logique de croissance perpétuelle, que ce soit économique ou de consommation, d'émissions et cetera, la sobriété se traduirait par une décroissance. Mais effectivement, c'est un peu plus nuancé que ça. Mmh. Hem, c'est un Bah, peu ce que tu as expliqué, sauf si tu veux rebondir encore? en fait, très souvent, quand on me présente l'équation de Kaya, Mmh. c'est celle qui dit que le CO2, c'est, l'intensité énergétique multipliée par, l'énergie, multipliée par, son contenu de CO2, multiplié par, l'énergie, consommée par personne, enfin ou quelque chose comme ça. Enfin, la vie est toujours plus compliquée qu'une équation à 4 inconnus Mmh. et heu et si tu veux, je pense que, la décroissance est mal pensée aujourd'hui dans le débat public, au sens où, toute sobriété n'est pas nécessairement décroissante. Heu, enfin, par exemple, là, j'expliquais, je suis pas sûr qu'il y ait eu une grosse décroissance, dans les pays d'Occident quand on a commencé à respecter la limitation à 130 km/h. Je suis pas sûr qu'il y aura eu aussi une grosse décroissance quand, on fera des véhicules plus légers. Mmh. Heu, enfin et là, tu vois, c'est pas des grands décroissants qui alertent là-dessus, hein. Valérie Masson-Delmotte, Fatih Birol, à l'Agence internationale de l'énergie, alertent là-dessus en disant, «Tout ce qu'on a gagné en efficacité des moteurs thermiques, vous en êtes servi pour faire des voitures plus grosses». Ouais. Heu, une action d'efficacité, ce serait de réduire un peu le poids des véhicules. Une action de sobriété, ce serait de dire, peut-être rapprocher les commerces des habitations pour que les gens aient moins à prendre leur voiture. Mmh. Est-ce que ça, c'est décroissant? Je sais pas. Et pareil, un des grands principes de, la décroissance, c'est de se dire qu'il faut moins d'égalité, donc moins d'inégalité, pardon, et donc une meilleure répartition des richesses. Parce que, enfin la théorie derrière ça, c'est de dire que, aujourd'hui la pauvreté a reculé, mais par contre les inégalités ont explosé Mmh. et que du coup, comme on se définit jamais dans l'absolu, mais toujours en comparaison, le sentiment de pauvreté a largement augmenté. Mais il a augmenté proportionnellement aux inégalités, parce que comme on se définit toujours en se comparant, et donc pour éviter ce phénomène de course à la croissance infinie où, les moins riches vont essayer d'imiter les plus riches pour, acquérir, leur mode de vie, heu, la décroissance, ce serait peut-être de réduire les inégalités. Heu, mais je veux dire, si on réduit les inégalités, mais sans tailler dans le PIB, est-ce que ça, c'est décroissant? Au niveau du PIB, je sais pas non plus. Donc tu vois, moi, sur la croissance, je suis plutôt agnostique. Mmh. Je dirais que de toute façon, enfin, dans les pays d'Europe, on parle de quoi? 1-2-3 de croissance. Bon, enfin, je sais pas si on peut encore appeler ça de la croissance de toute façon. Donc on peut se dire qu'on est déjà, en fait, dans une société de post-croissance et que ce serait intéressant de, heu, de réfléchir à, tous les leviers qu'on a, dont, la redistribution des richesses, dont, la sobriété, dont, un meilleur urbanisme, dont, je sais pas, plus de congés pour avoir plus de temps pour faire des choses, donc diminuer la vitesse. Est-ce que tout ça sera décroissant? Je sais pas, enfin la croissance, c'est qu'un moyen, finalement, Mmh. d'atteindre un objectif, qui est, d'accroître, le bien-être collectif. Donc voilà, et derrière, si on arrive à diminuer notre consommation d'énergie, là-dessus, mais qu'en même temps, les citoyens ont moins un sentiment de pauvreté et sont, moins obligés de se déplacer ou de consommer de l'énergie pour répondre à leurs besoins, bah, ça peut faire une société qui est meilleure. Mmh. Donc voilà, moi je pense que c'est un sujet politique, qui serait intéressant à discuter, plutôt qu'une course à la croissance éternelle, effectivement, à laquelle on peut finalement pas grand chose dans un monde, mondialisé, quoi.
Et justement, est-ce que c'est pas, parce qu'on parle toujours de cette corrélation entre, croissance économique et croissance des émissions, donc c'est une corrélation qui est souvent mise en avant en évoquant le fameux éventuel découplage. Mmh. Justement, je pense que c'est pour ça que certains voient la décroissance économique comme une seule option, parce que ça voudrait dire que c'est aussi mécaniquement une décroissance des émissions. Et c'est pas c'est com enfin, je sais pas, c'est pas aussi évident. Comment tu vois le découplage, Bah, en fait, moi, si enfin, je reviens au fait qu'on est peu de choses et que, tu vois, même à l'échelle d'un pays, on est peu de choses. Enfin, la France, c'est 1 des émissions, donc si on engage une lutte, contre le changement climatique qui n'est pas socialement désirable, mmh, on a perdu le jeu. On a perdu le jeu parce que ça donnera envie à personne. Donc si tu te dis si toi demain, tu élu président et que tu te dis: «Bon les gars, on va décroître économiquement, mais que tu donnes pas des gages de désirabilité», bah, en fait, ça n'aura aucun intérêt. mmh, Donc donc derrière, c'est pour ça que la notion est assez politique. C'est pour ça que moi je préfère penser en disant que voilà, on est dans une post-croissance et que, même si on a de la croissance, ce sera pas énorme. Donc de toute enfin, faudra pas compter là-dessus pour résoudre, des conflits sociaux, la pauvreté, la malnutrition, le manque d'éducation. Il faut plutôt essayer de faire avec ce qu'on a, peut-être mieux redistribuer certaines richesses, réorganiser le territoire, repenser notre consommation d'énergie et puis derrière, si les gens sont plus heureux avec ça, mais que, ça nous fait décroître économiquement et ben, enfin, bah, tant mieux parce que mmh, le but n'est pas de croître économiquement, le but, c'est de faire en sorte que les gens vivent mieux. ouais, répondre aux Donc besoins, de la population. voilà, donc si tu veux, je préfère inverser le problème. Mmh mh. Je préfère dire: «Bon, bah, voilà, pour qu'on ait un monde désirable, compatible avec 2°, heu, voilà les choix politiques qu'il faudrait engager, voilà leurs conséquences. Est-ce que, collectivement, on est d'accord avec ça?» Et si collectivement on est d'accord avec ça, qu'effectivement ça nous permet, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et après, que ça nous permet de vivre mieux, bah, après, l'impact que ça a sur, la croissance, ce sera le sujet d'ordre 2 en fait. Mmh, Donc donc voilà, il faut penser la croissance et la décroissance soit comme des moyens, soit comme des conséquences, ouais. mais c'est pas les pour moi, ça c'est pas le but absolu. Même si, tu vois, même si on était en 1950 et qu'on pensait la croissance économique, je dirais: «Oui, mais la croissance économique, derrière, comment est-ce qu'on fait pour que les citoyens vivent mieux?» Et voilà, et je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut Mmh, raisonner dans son ouvrage, c'est, une politique que j'aime bien, Aurore Lalucq qui est économiste et qui a écrit un livre qui s'appelle Reconquête, qui rappelle que le PIB est un indicateur ouais. qui est pratique, mais qu'on a créé, à un moment où on voulait évaluer, l'efficacité des plans de relance économique. Parce Mmh, que c'était ça le but. Bon, très bien. Maintenant, je pense qu'il y a d'autres indicateurs qu'il faut prendre en compte. Que mmh, le PIB, c'est un bon indicateur, il faut qu'on le garde, parce que ça permet aussi de faire des comparaisons. Heu, mais il faut en prendre en compte, l'indice de développement humain, l'indice d'alphabétisation, les inégalités hommes-femmes, les indices de malnutrition, les indicateurs d'obésité, enfin, tu vois, ouais. tout ce qui va avec ça. Et je pense que c'est sur ces indicateurs-là qu'on devrait travailler plutôt que se dire: «On va faire la croissance et après, tout le reste, en découlera». Je pense que Mmh. c'est plus compliqué que ça. Et donc C'est hyper important, enfin, c'est rare, mais c'est important que tu le rappelles, qu'au final, la croissance économique, tout comme la décroissance qu'on envisage parfois, bah, c'est un moyen et c'est pas une fin. Pourtant, on mmh, entend souvent, enfin, moi, depuis que je suis gamin, j'entends, les présidents et les gouvernements qui disent: «L'objectif, c'est la croissance». Même, dans les écoles de commerce et cetera, on te dit que la croissance, c'est le but. Mais on oublie qu'au final, c'est pas un but, c'est un moyen de remplir d'autres buts qui sont le bonheur, le bien-être, la santé, l'éducation, voilà. mmh, Donc une précision, hyper importante et ça aide justement à avoir un avis plus objectif, je pense, sur, croissance, accroissance, décroissance, post-croissance, sur des mmh. sujets,
on peut s'y perdre quand on tombe dans l'idéologie justement. Donc de bons Mmh. rappels. Une dernière question qui est pragmatique comme sur les énergies dont on parlait tout à l'heure. On évoque de plus en plus l'hydrogène comme la nouvelle énergie miracle justement. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas encore mis à l'échelle et que du coup on n'en voit pas encore tous les problèmes? Enfin, je sais aussi que ça fait quand même des décennies que, i ça bosse dessus, hein, ça date pas d'hier. Alors déjà, pourquoi est-ce que ça a mis du temps à arriver? Est-ce que c'est une énergie vraiment d'avenir? Quelle place a l'hydrogène dans l'énergie de demain? Bah, en fait, l'hydrogène, ça a alimenté beaucoup d'histoires aussi et en tant qu'être humain, on aime bien les histoires. Mmh. Donc et celui qui l'avait bien compris, c'était, l'essayiste, Jeremy Rifkin, qui avait écrit un livre, qui disait, bah, 2028, civilisation hydrogène, Mmh. l'hydrogène a complètement remplacé, le pétrole. Quand on brûle de l'hydrogène, ça ne fait que de l'eau, donc il y a plus de pollution, tout ça. Bon, ça ça alimente beaucoup d'histoires. Donc c'est pour ça, il y avait un petit imaginaire collectif autour de l'hydrogène qui a été réveillé là par les plans de relance qui misent sur le vecteur hydrogène. Après, je pense que voilà, c'est un vecteur qui sera intéressant pour faire beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire avec l'électricité. Mmh. Euh, Notamment, bah, ce sera utile pour décarboner une partie du gaz, ce sera utile pour une partie de la mobilité lourde. Parce que la mobilité lourde, électrifiée, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace. Ça pourra servir aussi pour, l'industrie. Donc tu as la Suède qui a lancé, ses premières aciéries, bon alors ils disent c'est leurs aciéries vertes, bon, c'est plus, des aciéries, où on utilise de l'hydrogène décarboné plus que, des énergies fossiles pour faire de l'acier. Mais voilà, après il faut pas, enfin il faut pas faire dire tout et n'importe quoi à l'hydrogène. C'est une des solutions pour certains vecteurs, pour certains usages, mais ce sera pas la solution à tout. Mmh. Et là-dessus, si tu veux, je pense par exemple au stockage. Ouais. En fait, très souvent, on dit bah, l'hydrogène ce sera bien pour stocker des énergies renouvelables. Et très souvent, ce que je réponds, c'est écoutez, si vous avez réussi à synthétiser de l'hydrogène avec, par électrolyse de l'eau avec des énergies renouvelables, il y a beaucoup mieux à en faire que d'en refaire de l'électricité derrière et d'avoir du coup des pertes de rendement. Mmh. Cet hydrogène, vous pouvez tout simplement l'injecter dans le réseau de gaz et du coup, il sera utilisé quelque part, mais de manière beaucoup plus efficace que si vous en refaites de l'électricité derrière. Et si tu veux, c'est aussi pour ça que je suis souvent un peu sceptique sur les solutions de stockage long terme avec d'électricité avec du gaz, parce que tu vois, en France, l'électricité c'est décarboné, c'est pas du tout le cas du gaz. Enfin, Ouais. le gaz aujourd'hui, c'est 99% d'énergie fossile, et pourtant on aura besoin de ce vecteur. Donc, si on arrive à faire du gaz avec du gaz de synthèse, avec du biométhane, avec de l'électricité, avec des déchets, plutôt que se dire ah bah c'est génial, on va le rebrûler derrière pour refaire de l'électricité. Je dis non, enfin, décarbonons plutôt le gaz avec, et essayons d'éviter d'avoir trop besoin de stockage dans le système électrique, justement pour trouver un équilibre entre les deux vecteurs. OK. Ça fait écho un peu à une autre énergie et elle a à peu près le même raisonnement. C'est, Maxence Fourneau que j'avais reçu dans un autre épisode du podcast qui travaille notamment avec, Solarfire France qui développe un et qui commercialise un four solaire thermique pour les artisans, les boulangers et cetera. Mmh. Et là, c'est pareil, c'est toute la différence entre le solaire thermique et le solaire, photovoltaïque où, Photovoltaïque, ouais. quand tu fais du solaire thermique, tu utilises directement l'énergie du soleil pour chauffer, alors que quand tu fais du photovoltaïque, tu transformes l'énergie solaire en électricité que tu vas ensuite utiliser pour faire, quelque chose. Et là, c'est un peu le même principe. Bon, j'imagine que c'est pas exactement le même principe, mais, c'est Mais non, mais ça similaire. touche à la même notion de rendement de Ouais. conversion, derrière, et effectivement au meilleur moyen d'utilisation d'énergie qu'on peut mettre en place en fonction de l'usage, ouais. Yes. Et du coup, l'hydrogène, énergie d'avenir ou pas? Bah, fera partie. En fait, aujourd'hui, on a 99 de gaz fossile. Mmh. En 2050, on aura toujours du gaz. Heu, L'enjeu, c'est d'arriver à créer un mix gazier. OK. Donc, à se dire que bon, tu as supprimé le fossile parce que c'est émetteur de CO2, mais tu as utilisé du biométhane, tu as utilisé
du gaz de synthèse que tu as produit à partir de déchets et dedans, tu as un petit peu d'hydrogène aussi qui sert à alimenter, directement certains usages. Donc, énergie d'avenir, je dis, voilà, ça fera partie du bouquet, d'énergie qu'on devra utiliser à l'avenir, oui. OK. Merci pour ces réponses. On va passer à la dernière partie du podcast, donc des réponses, des questions que je pose à tous les invités, des réponses courtes, Mmh. synthétiques. Je t'interromps pas, je commande pas forcément et voilà, c'est pour clôturer le podcast en beauté. C'est que Tu ça voulais pas t'évoque me poser la petite question sur Jean Covici, là? Elle était bien celle-là. bah, je me disais qu'on avait peut-être plus le temps et Comme qu'au tu veux. final, tu avais donné pas mal d'éléments qui permettaient de te positionner. Après, si tu veux donner ton avis rapidement, avec En fait, je vais donner rapidement mon avis sur, Jean-Marc Jancovici, mais parce que c'était un personnage très connu dans, ouais. ceux qui étudiaient le climat et l'énergie et maintenant qu'il est grand public, forcément il est controversé. Mmh. Heu, mais voilà, je pense que c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup sur, la compréhension du climat, la compréhension des énergies. Je pense que ses conférences, aident beaucoup à mieux maîtriser, le sujet et à comprendre, l'ampleur du problème. Après, ce que je regrette et je pense que c'est ce qu'il regrette lui aussi, c'est qu'il y a eu un phénomène de gourotisation Mmh. autour de lui et si tu veux, forcément quand tu pas toujours le recul, bah, tu regardes les conférences, tu prends tout, comme ça Mmh. donc derrière tu ressors tout sans forcément nuance et sans forcément, compréhension mais voilà, je pense que, il faut avoir conscience de l'honnêteté de l'engagement, déjà, de tout ce qu'il a pu apporter justement à la compréhension du climat. L'association, le Shift Project, le Haut Conseil sur le climat, tout ça, c'est des choses bien. Et après, il faut être vigilant sur le phénomène de gouroutisation Mmh. qu'il y a un peu derrière et l'effet sectaire qu'il peut parfois y avoir dans le Shift Project, où dès que tu dis qu'on peut peut-être faire que toutes les mesures de sobriété n'impliquent pas forcément de la croissance, on te regarde bizarrement, tout ça. Euh, je pense que c'est pas lié au personnage, je pense que c'est lié au fait que voilà, cette diffusion de ces idées passe par des conférences, que parfois il prend des images qui font rire, parfois il prend des images un peu tranchées, Mmh. parfois il déborde un petit peu de son expertise, notamment sur les énergies renouvelables, par Ouais. exemple. Mais que voilà, si je prends le personnage dans sa globalité, je dirais que c'est quelqu'un qui a fait quand même beaucoup de choses pour une cause assez noble, alors qu'il aurait pu faire d'autres choses. Donc voilà, j'ai Mmh. plutôt un avis très positif sur Jean-Marc Jancovici et sur le phénomène de gourotisation qu'il y a derrière. J'alerte en disant c'est pas quelque chose dont il est clairement à l'origine et c'est pas quelque chose dont il abuse et il y a une sincérité de l'engagement derrière. Hein. Donc voilà, Ça plutôt marche. positif sur le personnage. OK. Très cool. Je pense que c'est une figure effectivement assez connue, même parmi les auditeurs et les auditrices, on m'a déjà Mm. recommandé de l'inviter. Je pense que c'est encore une autre histoire, mais pourquoi pas, hein? Pourquoi Pourquoi pas? pas? Bah, ça lui plairait en plus. Il aime bien faire dérouler. Il aime bien parler Mm. et expliquer, donc pourquoi pas? Du coup, comme je le disais, après cette dernière question, on va passer aux dernières petites questions du podcast, donc questions rituelles. La première, elle est simple. C'est quoi pour toi la résistance écologique? Euh, Alors, la résistance écologique, je dirais que c'est un engagement de soi-même euh, pour essayer de lutter contre nos dérives sociétales et consuméristes qui détruisent nos écosystèmes. Donc, que ce soit le climat, la biodiversité ou notre environnement proche. Mmh. Et pour moi, il y a une notion de résistance là-dedans, au sens où les externalités de ce qu'on fait sont souvent assez lointaines, et on essaye beaucoup de nous les cacher justement pour qu'on ne se pose pas trop de questions. Euh, et donc la résistance écologique, c'est justement de toujours arriver à prendre du recul, se poser les bonnes questions pour être sûr que ce qu'on fait va dans le sens d'une durabilité écologique. Quel déclic t'a poussé à t'engager? Euh,
pour moi, ça a été le protocole de Kyoto et le retrait des États-Unis. Comme je l'ai dit en introduction, le Mmh. moment où, voilà, en fait, j'avais l'impression qu'on dépeignait les États-Unis en grands méchants, ce qui est parfois vrai. Mais comme j'aime bien la nuance, c'est ce qui m'a poussé à m'intéresser au problème et quand j'ai vu l'ampleur du problème, à m'y engager. Comment est-ce que tu t'informes sur les sujets, climatiques, écologiques, pourquoi pas même énergétiques, pardon? Ah, c'est très vaste. En fait, j'ai la chance avec mon métier d'être exposé à beaucoup d'experts, dont j'apprends beaucoup et qui me recommandent souvent des, publications scientifiques ou, des rapports d'expertise que j'essaye de prendre le temps de lire. Donc ça, c'est, je lis beaucoup la presse aussi, même la presse mainstream, mais, j'essaye beaucoup de diversifier ce que je lis. J'essaye de pas être, abonné à un seul canard. Et après le dernier, volet pour s'informer, je pense après, les études d'expertise, les études scientifiques et la presse, c'est la confrontation des idées. Et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup Twitter, c'est que Mmh. quand on confronte ces idées, on et qu'on fait preuve d'ouverture d'esprit, on fait un voyage dans l'autre qui, avec ses yeux et son passé, aura peut-être vu des choses sous un angle différent que ce qu'on aura pu voir et ça, c'est toujours intéressant pour, éviter ces biais cognitifs. Voilà, donc j'ai ces 3 niveaux pour m'informer. Qu'est-ce que tu veux dire aux personnes qui veulent s'engager, mais qui ne savent pas par où commencer? Alors, petit blanc, Mmh. hem, ouais, je suis jamais très à l'aise pour dire aux gens, ce qu'ils doivent faire, mais, heu, je je pense que s'informer sur, la nature du problème, et d'essayer de nettoyer ses biais, c'est, on dit nettoyer son filtre, dans le conseil pour essayer de faire un voyage dans Mmh. l'autre. C'est toujours la première étape parce il faut vraiment essayer de comprendre avant de s'engager quelque part, sinon on risque de se perdre. Il faut toujours éviter l'effet Dunning-Kruger. Donc parfois quand tu jamais rien lu sur le sujet et que tu lis 2 études, tu as l'impression d'avoir fait un tel bond de connaissances que tu as l'impression de maîtriser le sujet. Et c'est pareil quand tu lis 2 études ou quand tu regardes une conférence, hein. Mmh. Tu as l'impression de ça y est, tu as compris et c'est un effet qu'il faut éviter. Le sujet est plus compl enfin les sujets sont généralement plus complexes qu'une ou 2 études, mais heu, c'est un premier pas. C'est un premier pas, donc commencer par s'informer et ensuite essayer de voir, chacun a quelque chose à apporter, hein. Le sujet est très politique et sociétal selon moi, donc on aura besoin de tout le monde et donc une fois qu'on s'est informé, se dire: «Bon, bah, moi avec, ce que je peux faire, avec mon réseau, mes connaissances et ce que je connais, comment est-ce que je peux contribuer à mon échelle?» Sans penser que je vais sauver le monde pour éviter l'éco-anxiété. Voilà, c'est un peu comme ça que j'aborderai le sujet. OK, et pour conclure du coup, Nicolas, comment est-ce que tu envisages notre avenir? Une question légère, Waouh! Heu, hem, j'ai du mal à répondre à cette question parce que, enfin, tu vois, aujourd'hui, moi, j'ai bientôt 36 ans. Le monde a tellement changé en 30 ans que ce serait hyper présomptueux de ma part de dire, ce que sera le monde, dans 30 ans. Enfin et et donc du coup enfin, tu vois, aujourd'hui, 2050, c'est aussi loin de nous que 1959. mmh. Donc et sachant que le temps s'est accéléré depuis, donc c'est, c'est difficile de dire, ce que je projette pour l'avenir. Je Il y a plusieurs chemins possibles. Hem, Moi, je pense que de toute façon, dans ce qu'on fait, l'important est d'y prendre, du plaisir et d'y trouver du sens. Après, j'ai vraiment pas de boule de cristal, donc Mmh. je sais pas. Je sais que de toute façon, le monde sera différent dans 30 ans, heu, que,
on a toujours du mal à projeter des utopies. On on projette beaucoup plus des dystopies et ça, je pense que c'est lié au cinéma hollywoodien et au cinéma de manière générale qui aime beaucoup plus, filmer des explosions que, des paysages où tout le monde va bien et où en fait on se fait chier. Mais, voilà, donc voilà, c'est ta réponse à laquelle je vais être le plus flou, enfin ta question à laquelle, ma réponse va être la plus floue, parce que voilà, j'aime bien déjà être en accord avec le présent avant avant d'envisager l'avenir. Je peux en tout cas dire avec, grande certitude qu'il sera très différent, mais qu'après, rien n'est tracé. Rien n'est tracé, il y a toujours des événements qui nous dépassent, des ruptures, qu'elles soient Mmh. sociétales, politiques, écologiques ou autres et que ça peut aller dans un sens comme dans l'autre donc voilà, ne peignons pas le futur en noir, ne soyons pas, béats face à l'avenir, tout pourra changer et l'important est de s'y retrouver, quoi. De toute façon, ça m'aurait surpris que tu me donnes une réponse, manichéenne, ou alors que tu te projettes sur 50 ans, avec, beaucoup de certitude. Donc, Mmh. très bien, très bien, merci pour tout ça. Où est-ce que on envoie les personnes qui veulent te retrouver, discuter avec toi ou suivre ce que tu fais? Bah, écoutez, moi j'ai toujours mon compte Twitter, donc Nicolas Goldberg, où je relais, beaucoup de choses que je fais, où j'écris, parfois des threads donc je suis assez ouvert donc c'est essentiellement pour le tout venant, je dirais, c'est plus là que j'orienterai. Après on pourra retrouver dans plein de choses. On pourra me retrouver, peut-être dans des réunions du Shift Project, peut-être, dans des tables rondes énergie, je passe sur pas mal de congrès donc Sur on BFM de pourra temps en peut-être temps? se sur BFM de temps en temps, mais je sais pas si tout le monde a accès à ces locaux Pas voilà, directement, je mais donne pas forcément rendez-vous via leur là-dedans, écran au moins. mmh, mais voilà, mon compte Twitter, c'est déjà une première approche. OK. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Nicolas. C'était hyper Merci à toi, enrichissant. c'est grand plaisir, c'est toujours intéressant de discuter à cœur ouvert sur ces choses engageantes. Bon, bah, trop cool, plaisir partagé. Je te dis à bientôt et puis on se retrouve dans un prochain épisode. À bientôt, Brice. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est que ce sujet t'a touché et que tu aimerais sans doute en savoir plus. Rendez-vous dans les notes de l'épisode pour en savoir plus sur mon invité et voir quelques ressources. Pour soutenir le point résistance écologique, le plus efficace est de me laisser une note et un avis sur ta plateforme de podcast préférée et d'en parler autour de toi. Alors merci d'avance et à très vite pour un prochain épisode.